On va revenir sur l'envoi de ces 2 sous-marins américains très proches de la Russie, en tous les cas, d'après Donald Trump, plus proches de la Russie. 24 heures après l'annonce, aucune réponse de Moscou. On en parle avec nos invités. Bonjour Général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique TF1 LCI. Bonjour Caroline Tominet, présidente de l'ONG Doc for Ukraine, membre également de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et j'accueille également Oleg Kobzev. Bonjour, vous êtes professeur de géopolitique russe et d'histoire américaine à l'American University of Paris. Première question, on est maintenant à 48 heures de l'annonce, 24 heures du déploiement annoncé, toujours pas de réponse de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est étonnant ? Non, je ne pense pas que ce soit étonnant. Il ne veut pas donner une dimension importante en termes de réaction. Il ne veut pas montrer qu'il craint Trump. Donc dans le jeu diplomatique des attentes, faire attendre l'autre, on l'a vu pendant ces 3 ans et demi, on fait de temps en temps attendre l'autre. On ne réagit pas tout de suite pour montrer que ce n'est pas forcément aussi important que cela. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être qu'il y a une étude quand même de la réponse à apporter. Donc ça, je pense qu'en 24 heures, il aurait dû la trouver. Donc j'évacuerai peut-être cette hypothèse. Et puis peut-être qu'en parallèle, il y aura une pression sur Medvedev pour se calmer un petit peu, parce que comme c'est Medvedev à chaque fois qui met le feu aux poudres, parce qu'il fait de la propagande. Voilà, donc je dirais que moi j'avais dit hier, éventuellement dans les 48 heures, pour l'instant je ne me suis pas encore trompé. Il reste quelques heures. Oui, il reste quelques heures, on verra d'ici demain. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ne puisse pas répondre, au moins par l'intermédiaire de son porte-parole Peskov. Il ne peut pas ne pas répondre, parce que ce serait aussi encore une gifle de plus vis-à-vis de Donald Trump. Et je ne crois pas que ce soit très pertinent aujourd'hui de multiplier les gifles à l'encontre de Donald Trump, qui quand même prend assez facilement la mouche et est capable de prendre des décisions finalement qui vont être très préjudiciables à la Russie. En l'occurrence, donc, ce qu'on évoque depuis des mois et encore plus depuis quelques jours, pourquoi pas des armements supplémentaires, je répète à chaque fois, dès lors que les Européens les payent. Caroline Tominet, vous êtes d'accord, Vladimir Poutine ne peut pas ne pas répondre à cette annonce ? Vladimir Poutine est toujours dans l'analyse des personnalités. En fait, il y a eu une provocation calculée et ça a marché. En fait, avec l'impulsivité de Donald Trump, il a tout de suite réagi sur les réseaux sociaux. Il n'a sûrement pas eu le temps de consulter l'état-major américain et les techniciens présents dans les équipes. C'est quelque chose qui prend du temps. On sait que les sous-marins américains ont la puissance, et tout le monde le reconnaît au niveau international, de frapper avec une distance très importante, et on n'a aucun renseignement qui sont transmis par les états-majors ou par les gouvernements sur des sous-marins nucléaires. Donc il a réagi de manière très impulsive aux provocations qui étaient calculées par la Russie. Aujourd'hui, l'émissaire américain en fait est à Moscou, donc il n'y a pas de raison en fait que les Russes répondent par la voie des réseaux, et ils sont sûrement en train d'échanger sur certains thèmes. Sa réaction n'était pas adaptée parce que c'était pas du même niveau diplomatique, et donc ça a surchauffé en fait. Oleg Kobzev, est-ce que pour vous c'est étonnant que Vladimir Poutine n'ait pas encore répondu de près ou de loin ? Ça peut être des images parfois, ça peut être des images de propagande militaire, ça peut être une réponse d'un porte-parole ou d'un ministre. Quelle est votre réaction là-dessus ? La même que le général et madame. Je rajouterais simplement, mais encore une fois, pour répéter ce qu'a dit le général, qu'il faut que Poutine se tait aussi pour ne pas trop donner d'importance à Medvedev. Il ne faut pas oublier que Medvedev est quand même, comme diraient les Chinois, un tigre en papier. Il est toléré dans ses déclarations excessives par le pouvoir russe qui en a besoin pour faire peur. Voilà, c'est comme... C'est comme quelqu'un qui se promène avec un chien en laisse, pour faire macho, quand il se promène dans les rues de la ville. On a un pitbull en laisse, mais il faut bien comprendre que c'est ça, Medvedev. Medvedev, c'est un personnage assez falot, en fait, en réalité, et qui essaye d'exister en étant plus royaliste que le roi et en faisant des déclarations, ces déclarations excessives, surtout pour faire oublier son passé de libéral, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'était un gentillet petit monsieur, un peu pantin de Poutine, à une époque finalement où il n'y avait pas cette deuxième guerre froide.
on s'en est servi pour donner une image libérale à Poutine, pour faire quelques affaires avec l'Europe. La caution libérale. Et maintenant, il essaye de se faire une virginité en étant une espèce d'extrémiste, de va-t-en-guerre. Voilà, c'est ça. Et maintenant, encore une fois, Trump, je dirais, ne peut pas se permettre de ne rien faire et d'ignorer, parce que c'est quand même l'ancien président russe, même si c'était plutôt en réalité comme un président de la 4e République ou de la 3e République. Donc il a raison quand même de réagir, d'envoyer ces 2 sous-marins, parce qu'on ne peut pas laisser faire non plus. Maintenant, je pense en effet que le silence de Poutine, c'est encore une fois pour ne pas donner trop d'importance à cette affaire. Mais il laisse faire quand même. Encore une fois, Medvedev est utile pour faire. Il faut quand même faire un petit peu peur aussi à ce qui est quand même un adversaire dans cette guerre froide. Est-ce que quand on note ce silence quand même depuis 48 heures, on peut se poser la question d'un Kremlin qui a quand même été étonné potentiellement de cette réponse américaine? Est-ce que Vladimir Poutine avait peut-être envisagé ou n'avait pas envisagé une réponse aussi ferme, entre guillemets, même dans les mots, même si c'est du message? Souvent, on a beaucoup parlé de gesticulation nucléaire. Mais est-ce que le Kremlin a pu être étonné de cette réponse américaine? Oui, je rejoindrai assez votre appréciation, parce qu'on a tellement laissé parler Medvedev sans réaction qu'il est surprenant qu'un Donald Trump, président des États-Unis, réponde effectivement à second couteau. Voilà, donc pour moi je l'interprète comme étant quand même un avertissement d'une valeur plus globale, qui est de dire je déploie des sous-marins nucléaires, qui étaient peut-être déjà déployés, en disant à cette référence permanente à la guerre nucléaire faite par les Russes, ça suffit. On arrête de jouer avec le nucléaire. Moi aussi, je suis capable de jouer. Et je joue avec 2 sous-marins que je vous annonce pas loin de chez vous. Voilà. Donc je crois que c'est aussi un coup d'arrêt volontaire donné par Donald Trump, sans frapper directement Poutine, mais en frappant le second couteau, finalement, qui est un fusible. Voilà. Caroline? Le renseignement américain le pratique depuis les années 80, ils le connaissent par cœur. Ils savaient exactement ce qu'il faut dire pour qu'ils réagissent. Avec l'histoire de la main morte, ils savaient très bien ce qu'il allait faire, comment il allait réagir. Ça a été impulsif, plus fort que lui. Et donc, ils savaient très bien qu'ils allaient avoir cette réponse. Tout est calculé. Witkov est donc à Moscou. Ils l'ont cornérisé, en fait, ils le coincent dans un coin. L'état-major américain doit être très embêté, j'imagine. Et aussi l'entourage politique de Trump. On sait que aussi dans l'entourage politique de Trump, des Trumpistes, il y a beaucoup de pro-russes qui ont été placés en fait. Donc on sait comment ça se passe. Être pro-russe, ça veut dire aussi répondre aux exigences de la Russie. Donc moi je pense qu'il a été, ils sont en train de le coincer. Il y a l'histoire des ultimatums et puis il y a quand même des échanges qui sont réguliers avec la Russie, qui sont des rapports très amicaux et aussi des rapports business avec la Russie et les oligarques russes qui font qu'il y a une espèce de mise en scène dont on peut douter. Est-ce que on va parler évidemment des négociations dans un instant, avec notamment, vous l'avez dit, Steve Witkoff qui serait à Moscou d'après l'ambassadeur américain à l'OTAN. Est-ce que ça fragilise quand même un petit peu aussi la relation entre Washington et Moscou en ce moment? Il y a plus que ça, je pense. Je crois qu'il y a quand même, il ne faut pas oublier que il y a toute une partie des républicains qui, bien que soutenant Trump, sont ceux qui étaient aussi les anti-russes pendant des années et des années. Bien sûr qu'il y a des pro-russes, oui, mais attention, il y a quand même une longue tradition qui remonte encore à la guerre froide 1, la première guerre froide, où quand même il y avait des gens comme McCain et de très nombreux républicains qui étaient, je dirais, plus que les démocrates, les anti-russes, et j'irais jusqu'à dire qu'ils ont quand même une part de responsabilité dans l'escalade des tensions entre Moscou et Washington, ou entre l'Est et l'Ouest. Donc je pense aussi, vu qu'on s'aperçoit que Trump lui-même s'aperçoit qu'il ne peut pas faire pression réellement sur la Russie pour parvenir à un accord qui le favoriserait lui, je pense qu'il s'aligne plus ou moins sur cette aile anti-russe qui est en fait quand même
le fond de ce que lui-même appelait l'État profond, quand même. Il y a beaucoup d'intérêts également, les lobbies militaro-industriels. Vous avez tout simplement une tradition quasiment anti-russe, russophobe dans la politique américaine. Vous avez des gens qui ont sifflé la fin de la récréation, ou même avant qu'ils ne sifflent la fin de la récréation. Voilà, Trump s'aligne simplement sur une politique assez conventionnelle qui est défensive par rapport à la Russie. Mais j'irai plus loin. Il y a eu aussi ce qui est la vraie cause de la montée des tensions, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'en pensent les pro-russes au Congrès américain ou dans l'entourage de Trump, il y avait un choix à faire entre soutenir Téhéran et soutenir Israël. Là, il n'y a pas photo. Les Russes ont choisi leur camp, comme c'est tout à fait normal. Téhéran est quasiment un allié. Ne parlons même pas des connivences entre Trump et Israël et toute la tradition pro-israélienne aux États-Unis. C'est ce qui a divisé essentiellement Moscou et Washington. C'est ça le fond du problème.